déstabiliser, qui peut venir déstabiliser les systèmes de santé et avoir un impact sur une société qui va bien au-delà de la santé et impacter vraiment des pans entiers de l'économie et aussi les services de l'État. Donc ça peut être des épidémies de maladies émergentes ou réémergentes comme SRAS à Hong Kong au début du siècle, les virus grippaux, pandémiques, Ebola, et aussi en fait des maladies saisonnières comme la grippe ou la dengue. Et donc quand on est dans un contexte comme Ebola par exemple, il y a énormément de pression pour les décideurs, pour le monde de la santé publique pour essayer de mettre en place des stratégies de contrôle efficaces. Et notre on va dire, rôle en tant que communauté scientifique, c'est aussi d'essayer d'apporter des éléments pour informer ces décideurs. Donc, dans certains cas, les questions qui se posent paraissent vraiment très simples et même un peu bêtes. Donc, évaluer la situation épidémiologique, donc combien il y a de cas, où sont ces cas, donc une histoire de comptage, mais en fait qui s'avèrent être des questions très difficiles dans un contexte où on sait que dans une épidémie, on voit souvent que la partie émergée de l'iceberg, et on a des données qui sont très incomplètes, dans certains cas, reflètent très mal ce qui se passe sur le terrain. Et donc, vous savez, en anglais, on parle de forecasting pour prédire ce qui va se passer. Là, c'est un contexte où on parle de nowcasting, essayer de prédire ce qui se passe maintenant dans ce contexte de données incomplètes. Bien entendu, ce n'est pas suffisant de juste avoir un nombre de cas. Il faut aussi qu'on soit capable de caractériser les mécanismes de la transmission, les facteurs de risque de transmission, l'impact des mesures de contrôle, dans un contexte toujours où on a des données qui nous viennent du terrain et qui sont très incomplètes. Et donc on fait énormément de travaux pour essayer de faire parler ces données et essayer de répondre à ces questions. Et puis la dernière chose dont les décideurs sont en effet très friands, c'est d'essayer, à partir de ce qu'on a vu jusqu'à présent, d'extrapoler ce qui pourrait se passer si on ne fait rien, et puis bien entendu aussi selon des scénarios de contrôle A, B, C. Et donc, bien entendu, vu la question que Philippe m'a posée, je vais me concentrer plutôt sur cette dernière partie, sur dans quelle mesure on est capable de faire des prédictions durant ces épidémies, mais tous les autres aspects et autres questions sont aussi vraiment fondamentales et on y passe énormément de temps dans mon unité. Donc, si on réfléchit 2 secondes à cette mécanique qu'on voit dans une épidémie, qu'on s'intéresse à des maladies respiratoires ou avec des maladies sexuellement transmissibles ou avec une transmission vectorielle, même si le mode de transmission peut être très très différent, au final, on arrive toujours à une situation où on a une personne qui est infectée et puis cette personne va transmettre un virus, une bactérie à quelques autres personnes qui elles-mêmes vont transmettre à quelques autres personnes et c'est ça, cette réaction en chaîne qui va faire cette dynamique épidémique qui va nous intéresser ici, où on a toujours, en fait, au démarrage d'une épidémie, un peu une situation d'établissement dans une population où là, eh bien, la première question qui se pose et qu'on va explorer ici, c'est finalement, est-ce que ça va décoller ou pas? Par chance, ça pourrait s'arrêter, même si le virus, la bactérie a un potentiel de transmission important. Et puis aussi, potentiellement, eh bien, cette bactérie, ce virus n'a pas encore un potentiel de transmission suffisant pour qu'on puisse avoir cette situation explosive. Et donc, la première question clé auquel on va essayer de répondre, c'est dans quelle mesure, finalement, très tôt, on est capable de déterminer si on a une chance d'avoir un événement majeur ou si, au contraire, ça va rester un problème confiné. Et puis ensuite, une fois que ça commence à décoller, on s'attend donc avec cette réaction en chaîne à avoir au démarrage une croissance exponentielle du nombre de cas. Puis après un certain temps, soit des mesures de contrôle sont mises en place, soit il commence à y avoir une déplétion de susceptibles dans la population. Donc on a une immunité qui grossit dans la population et qui fait que cette croissance exponentielle va se ralentir, puis s'arrêter, on a un pic et une décroissance. Donc on va en fait, dans cette présentation, regarder un peu plusieurs questions qui se posent par rapport à la prédiction. Donc la première, ça va être vraiment cette première question, est-ce qu'on est dans une situation où on peut s'attendre à avoir une pandémie
ou est-ce que ça va s'arrêter dans quelques semaines? Et puis ensuite, dans quelle mesure on est capable de prédire cette trajectoire? Parce que connaître typiquement les personnes qui vont gérer la réponse, qui vont gérer les hôpitaux, veulent vraiment savoir quand est-ce qu'on va arriver au pic pour savoir réserver des lits à l'hôpital, pour la gestion des services de santé et la réponse plus générale, et puis aussi à quoi on peut s'attendre au pic en termes de nombre total de cas. Donc pour ces deuxièmes types de questions, on peut différencier une situation où on a un virus qui va émerger dans un nouveau territoire, et donc c'est la première fois en fait qu'on est vraiment confronté à ce virus. On n'a pas encore de données pour bien calibrer nos modèles, et on doit quand même essayer de faire ces prédictions. Et puis une deuxième situation un peu plus simple, où on a déjà un long historique de données, parce qu'on voit la grippe tous les ans en France, et donc on sait déjà à quoi ressemble une épidémie de grippe. Et là, on a plus de données donc, pour calibrer nos données, donc pour calibrer nos modèles. Donc on va un peu s'intéresser à ces différentes étapes en regardant donc des exemples que j'ai un peu pris comme ça, assez récents ou un peu plus vieux. Et donc le premier exemple, c'est vraiment, et Philippe a déjà parlé de cette analyse, c'est une question qu'on se pose à chaque fois qu'on a ces événements d'émergence. Et donc, comme Philippe vous l'a montré, depuis les années 40, on a eu plus de 300 événements où on a, comme ça, vu un pathogène émergent. Et à chaque fois qu'on est dans cette situation, là, une des questions clés, c'est si vous avez une émergence là en Amérique du Sud, est-ce que ça va rester un problème a priori local, qui est parce que, donc, comme Philippe vous l'a rappelé, c'est surtout des zoonoses, donc un virus qui va circuler dans un réservoir animal, et puis de temps en temps, il peut y avoir un passage chez l'homme. Et donc, est-ce qu'a priori, c'est uniquement les personnes en contact avec le réservoir qui vont être infectées, ou est-ce que le potentiel de transmission d'homme à homme est suffisant pour qu'il puisse y avoir de très longues chaînes de transmission qui fassent qu'au final, ce pathogène va circuler partout dans le monde et on peut avoir une pandémie. Donc l'exemple un peu pour motiver ce premier type de réflexion, c'est une situation auquel j'ai été confronté en 2011 où on avait le CDC américain avait détecté un nouveau virus de grippe porcin avec un gène qui venait du virus pandémique de 2009 et qui était associé avec une transmissibilité accrue du virus. Et donc à l'époque où j'ai commencé à discuter avec le CDC de leur inquiétude vis-à-vis de ce virus, il y avait eu 12 cas humains détectés, dont la moitié n'avait eu aucun contact avec le réservoir animal. Et donc la question vraiment qui se posait à l'époque, c'est est-ce qu'on n'est pas au démarrage d'une nouvelle pandémie, juste 2 années après la pandémie de 2009, et donc une grande inquiétude. Alors, la raison pour laquelle c'est finalement difficile de répondre à cette question, c'est que, bien entendu, le type de données auxquelles on a accès au démarrage, quand on commence à avoir un signal, et bien là, dans ce cas, c'est donc quelques cas détectés par le système de surveillance virologique aux États-Unis. Donc à chaque fois que voilà, il y a des malades qui vont voir leur médecin, et ben, dans certains cas, on fait un prélèvement, on regarde s'il y a un nouveau virus, et puis on regarde si c'est la grippe, et si c'est un virus grippal qu'on ne connaît pas encore, le CDC fait plus d'investigations, et c'est comme ça que sur la carte américaine, on voit apparaître quelques cas ici ou là. Et donc, sur ce graphe conceptuel, vous avez les cas encadrés, ce seraient les quelques cas détectés par le système de surveillance. Et donc la question vraiment fondamentale qu'on se pose dans ce genre de situation, quand on commence à avoir un signal, c'est est-ce que en fait ces quelques cas qu'on a vus, finalement, est-ce que c'est encore une fois l'arbre qui cache la forêt, et en fait on voit le démarrage d'une pandémie qui se définirait par de très longues chaînes de transmission, ou est-ce qu'au contraire c'est voilà, il y a une épidémie actuellement chez les porcs, et donc
on a des personnes, soit des personnes en contact direct avec les élevages, ou soit c'est des petites chaînes de transmission, mais ça ne va jamais très loin. Et bien entendu, la grande inquiétude, c'est qu'on soit dans ce scénario-là. Et donc, vraiment, la difficulté tient au fait qu'on a ces données très incomplètes où on voit qu'on est capable de détecter qu'une petite proportion des cas. Alors, pour distinguer en fait entre le scénario A et le scénario B, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est d'estimer donc ce qu'on appelle le nombre de reproductions, donc le nombre moyen de personnes qui vont être infectées par un cas. Donc, dans un scénario où on a un nombre de reproductions de 2, typiquement, on s'attend à ce que donc on a une première personne infectée qui va infecter en moyenne 2 personnes, puis chacune de ces personnes vont infecter 2 autres personnes, et donc c'est ça qui donne cette croissance exponentielle avec 1 cas, puis la deuxième génération de 2 cas, puis 4 cas, puis 8 cas. Et la théorie nous dit, et on le voit toujours en pratique, on ne peut avoir une épidémie majeure que si ce nombre de reproductions est supérieur à 1. Donc vraiment, pour être capable de déterminer si on a une chance d'être dans ce scénario-là, il faut qu'on soit capable d'estimer ce nombre de reproductions et qu'on évalue dans quelle mesure il est proche de 1. Et la difficulté, bien entendu, c'est que toujours on a ces données très parcellaires qui nous viennent de nos systèmes de surveillance. Alors, ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on fait toujours, les épidémiologistes, faire du lobbying pour que nos collègues du CDC, qui sont d'ailleurs très forts pour faire ce genre d'enquête, quand on détecte un cas, aillent faire une enquête épidémiologique détaillée pour retrouver tous les personnes autour du cas qui ont été malades et essayer de reconstruire ces chaînes de transmission. Et vous voyez que quand on a ce type d'information, eh bien, c'est assez trivial d'estimer ces nombres de reproductions. Donc là, cette personne a infecté 3 cas, donc on aurait, et on peut faire une moyenne, et donc ce serait très simple d'estimer le nombre moyen de personnes infectées par un cas à partir de ce type de données. Bien entendu, la difficulté, c'est que bien souvent, l'information épidémiologique, donc s'ils sont capables de faire ces enquêtes sur le terrain, va, dans bien des cas, pas vraiment être capable on peut détecter les cas, mais bien reconstruire les chaînes de transmission, c'est souvent difficile. Et donc nous, dans mon unité, on fait beaucoup de développement méthodologique pour, avec des données parcellaires, quand même être capable de reconstruire ou de faire de l'inférence sur ces chaînes de transmission. Et donc souvent, ce qu'on a, c'est juste la taille de ces agrégats de cas, de ces clusters de cas. Et en fait, rien que connaître la taille de ces agrégats est suffisante pour estimer le nombre de reproductions. Donc en effet, il n'y a pas énormément de mathématiques dans ma présentation, mais juste pour vous donner un petit peu l'intuition de la façon dont on procède. Donc si on a, pour estimer le nombre de reproductions à partir de la taille d'un de ces agrégats, donc le nombre de cas détectés dans un de ces clusters, vous voyez, donc les mathématiques sont assez simples. Donc à la génération 1, s'il y a eu une personne qui est tombée malade suite à une introduction à l'interface réservoir-homme, donc on a un cas. À la génération 2, on s'attend à avoir, donc quand R c'est le nombre de reproductions RK, à la génération 3, R carré, à la génération 4, R au cube. Et donc on a une relation très simple entre la taille du cluster et le nombre de reproductions. Et donc, si on fait les maths, en gros, si on connaît la taille moyenne de ces clusters de cas, on est capable d'estimer le nombre de reproductions. Et c'est ça qu'on a utilisé dans énormément d'émergences sur MERS coronavirus, par exemple, où à chaque fois qu'on est dans une situation où on commence à avoir quelques agrégats de cas et on se demande dans quelle mesure on a un risque de pandémie. Donc, par exemple, si en moyenne, quand vous détectez des cas, ils sont par groupe de 2, on s'attend à avoir un nombre de reproduction de 0,5, donc très inférieur à ce qu'il faudrait pour vraiment qu'une pandémie démarre. Alors, il y a le point vraiment que je veux faire passer en présentant cet exemple, c'est que une des grandes difficultés, c'est vraiment le fait que la qualité des données
au démarrage d'une émergence dans des pays donc, éloignés, c'est vraiment quelque chose c'est un énorme problème pour nous. Donc, les difficultés auxquelles on est confronté, ben, c'est qu'il peut y avoir des biais de sélection, à savoir si vous avez beaucoup d'introductions qui vont donner lieu qu'à un cas, et puis tout d'un coup, il y a une introduction qui va donner lieu à un très grand cluster. Et bien, comme il y a beaucoup de cas ici, vous avez sans doute beaucoup plus de chances de détecter ce grand cluster que de détecter ces clusters où il y a juste un cas. Et on a du mal à faire ces enquêtes épidémiologiques. Donc, pour l'exemple de la grippe porcine, les personnes infectées en fait, tombaient malades lorsqu'ils allaient dans des foires. Donc, les Américains adorent aller dans des foires où on peut voir les animaux. Donc, il y a des millions de personnes qui vont dans ces foires-là. Et bien entendu, c'est complètement impossible de retrouver des malades dans ces foires. Et donc, typiquement, pour les analyses qu'on a faites pour le CDC, on était dans une situation où on n'avait même pas la taille de ces clusters. Tout ce qu'on avait, c'était l'information sur est-ce que le cas détecté a été en contact avec un cochon ou pas. Et juste avec cette information, en fait, on peut quand même faire de l'inférence pour estimer le nombre de reproductions. Donc, juste pour vous donner un petit peu l'intuition, si on est dans une situation en fait, où il n'y a jamais il n'y a pas de transmission interhumaine, on s'attend à ce que tous les cas qu'on détecte, eh ben, ce soient toujours des personnes qui ont été infectées par un cochon. Dans une situation où en moyenne les chaînes de transmission sont de taille 2, et si le taux de détection est faible, et en effet il l'est, on s'attend à avoir plus que 50% de chances que le cas qu'on détecte a été infecté par un cochon. Et puis donc vous voyez comme ça qu'il y a une relation simple entre la proportion de cas infectés par le réservoir et la chaîne de transmission. Et donc on peut développer des approches statistiques où à partir de la proportion de cas en contact avec le réservoir, on est capable d'estimer finalement la taille de ces clusters et à partir de là faire de l'estimation du nombre de reproductions. Et quand on fait ça, vous voyez une relation très simple entre ce qu'on peut mesurer, donc la proportion de cas infectés par le réservoir et la quantité qui nous intéresse, le nombre de reproductions. Et donc, quand on a fait nos analyses en utilisant ce type d'approche pour le CDC, ce qu'on voyait, c'était que donc, ce virus porcin avait en effet un nombre de reproductions donc, supérieur à ce qui était observé pour les autres virus porcins, donc de 0,5 au lieu de 0,2, mais qui était toujours nettement inférieur à ce qu'il faudrait pour vraiment avoir des chaînes de transmission interhumaines qui conduisent à une pandémie. Donc, ça nous a permis rapidement en fait, de rassurer nos collègues du CDC, de leur dire non, là, c'est sans doute pas encore une menace pandémique. Donc ça, c'était un premier exemple au tout démarrage, quand on a finalement très peu d'informations, à la fois sur le nouveau pathogène et puis aussi en termes de données de surveillance. Donc le deuxième exemple, c'est toujours un travail en cours en fait, où on a été contacté en mars 2018 par Santé publique France parce qu'il y avait une activité importante de dengue à La Réunion. Et en fait, il y avait pas eu d'épidémie importante de dengue à La Réunion depuis les années 70, où là, il y avait une épidémie qui avait infecté 30% de la population. Et donc, ils nous ont demandé en fait notre aide pour donc développer des modèles pour essayer de mieux anticiper ce qui pourrait se passer et informer les décideurs à la Direction générale de la santé et aussi tous les acteurs locaux de la réponse. Donc les deux questions qu'ils nous ont posées à l'époque, c'était qu'est-ce qui va se passer pendant l'hiver austral ? Et puis, est-ce que ça va persister ? Donc, c'était vraiment la grande question. Et puis, si ça persiste, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour, encore une fois, informer la réponse. Et donc, la grande difficulté pour nous, c'est que toujours, si on développe des modèles, il faut qu'on ait des données pour pouvoir bien les calibrer. Et que, donc là, on n'avait pas eu d'épidémie depuis les années 70. À La Réunion, il y avait bien entendu une épidémie de chikungunya en 2005-2006, mais c'est quand même pas tout à fait pareil. Et
En revanche, on a beaucoup de données caractérisant les épidémies de dengue dans plein d'autres pays dans le monde. Donc toute la question et la difficulté pour nous, c'était est-ce qu'on pourrait utiliser ces données qui nous viennent de contextes différents pour calibrer nos modèles et puis à partir de là faire des prédictions pour la Réunion. Alors, bien entendu, cet exemple, c'est l'occasion de vous montrer un petit peu le type d'approche qu'on utilise pour faire ces prédictions, le type de modèle. Donc, on a des modèles qui, en fait, sont simples et qui vont décrire le processus épidémique. Ce qu'on fait, c'est qu'on va partitionner la population en quelques compartiments. On a le compartiment des personnes susceptibles, c'est-à-dire qui ne sont pas immunisées, qui peuvent être infectées. Et puis, elles vont être infectées à un taux qui va dépendre à la fois du nombre d'infectieux dans la population et du nombre de susceptibles dans la population. Et quand elles sont infectées, elles deviennent infectieuses, et puis donc elles peuvent transmettre, et puis après un certain temps, elles vont guérir. Et donc, bien entendu, derrière ça, il y a des équations mathématiques. Et donc, ces modèles sont simples, mais en fait, sont capables de bien capturer les mécanismes qui nous intéressent, et notamment le fait que dans une épidémie, comme on l'a vu, il y a cette déplétion de susceptibles qui fait que il y a de moins en moins de personnes qui peuvent être infectées parce qu'on a déjà beaucoup de personnes qui l'ont été. Alors bien entendu, un des gros enjeux et difficultés pour faire des modèles pertinents pour la Réunion, c'est que pour la dengue, on sait très bien que le taux de transmission est modulé par des facteurs climatiques et environnementaux. Et donc, on a un petit peu regardé la littérature sur ce sujet. Et donc, il y a à la fois des études entomologiques. Donc, on a utilisé deux travaux en laboratoire où on a des moustiques qui sont infectés avec le virus de la dengue, et puis on regarde dans quelle mesure ils peuvent transmettre pour différentes conditions de température. Et donc, à partir de là, on peut caractériser comment le taux de transmission bêta va changer en fonction des conditions de température. Et puis, il y a des travaux qui sont plus épidémiologiques, où là, on va regarder les herbovirus dans la zone Amérique, par exemple, et puis on va, en regardant le nombre de cas sur un territoire donné, en corrélant le nombre de cas de malades à un moment donné avec les températures à ce moment-là, on peut aussi voir finalement caractériser la relation entre taux de transmission et température. Et vous voyez donc que ces trois études différentes, donc vraiment qui utilisent des approches, des données différentes, donnent des résultats finalement assez similaires, mais passer de l'un à l'autre, on va voir, peut quand même avoir un impact. Donc notre approche dans ce type de situation, ce n'est pas juste de prendre un modèle, mais de finalement utiliser une palette de modèles qui vont mieux représenter les incertitudes qui persistent sur des mécanismes clés comme celui-là. Alors si on regarde les autres facteurs d'incertitude qu'on a pour faire ces prédictions. Donc on l'a vu, il y a finalement comment caractériser au mieux cette association entre température et transmission. Il y a aussi, bien entendu, quel va être on a des données sur la température jusqu'à aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'elle va être dans 3 mois, 2 mois? Là, bien entendu, il faut qu'on fasse des scénarios. Et ça, on peut regarder l'historique des températures à La Réunion. Donc, on prenait un scénario moyen, froid ou chaud pour pouvoir faire des prédictions sur les semaines et les mois qui viennent. Il y a aussi des facteurs plus donc épidémiologiques, notamment sur l'intervalle de génération de la dengue. Donc, entre le moment où on est infecté et le moment où la prochaine personne dans la chaîne d'infection va être infectée, est-ce que c'est plutôt 2 ou 3 semaines? Et donc là encore, on avait plusieurs scénarios. Et il y a un autre paramètre clé, vraiment, vraiment essentiel pour faire ce genre de travaux, sur donc, la probabilité de détection. Quelle est la probabilité qu'une personne qui est infectée par la dengue va être détectée par le système de surveillance qu'on a donc, sur la base de discussions avec nos collègues de La Réunion, on a exploré des scénarios entre 10 et 40%. Donc je veux juste revenir sur cet aspect-là, parce qu'encore une fois, c'est un
des aspects essentiels quand on fait ces prédictions et qui traduit toujours la limite des données qu'on utilise. Donc il faut bien comprendre que les données qu'on voit, c'est des données, toujours on voit que la partie émergée de l'iceberg, donc si on réfléchit un peu, on a toute une population et dans cette population il y a une proportion de personnes qui ont été infectées et puis parmi ces personnes infectées il y en a une proportion qui sont devenues symptomatiques et parmi ces symptomatiques il y en a une proportion qui vont chez leur médecin et qui vont être testés et confirmés pour une infection dingue. Et tout ce qu'on voit, nous, c'est ça, et on n'a aucune information sur tout le reste de la pyramide. Et ça a un impact potentiellement décisif sur nos prédictions, parce que vous voyez que pour le même nombre de personnes détectées par le système de surveillance, si le taux de détection est faible, on pourrait être dans une situation où, en fait, quasiment tout le monde a déjà été infecté, et donc il n'y a plus personne à infecter, donc l'épidémie va s'arrêter vite. Ou au contraire, on pourrait être dans une situation, si le taux de détection est élevé, où finalement il y a encore beaucoup de susceptibles dans la population, et donc l'épidémie pourrait durer bien plus longtemps et avoir bien plus de cas détectés par le système de surveillance. Donc les hypothèses qu'on va faire sur ce taux de détection vont vraiment avoir un impact énorme sur la qualité de ces prédictions. Donc, juste pour vous montrer rapidement le type, notre façon de procéder, c'est bien entendu, toujours on travaille en temps réel. Donc là, c'est juste l'évaluation qu'on a faite en juillet 2018 où on a donc essayé de répondre à la question est-ce que ça va persister ou pas. Et donc là, chacun de ces panneaux vous montre comme on a calibré un des modèles. Donc, vous avez vu tous ces éléments d'incertitude. En gros, on a regardé toute la combinaison de ces facteurs d'incertitude. Et pour chaque combinaison, on a utilisé la même approche, calibré le modèle en question aux données qu'on avait jusqu'à présent. Donc là, vous voyez les fils des différents modèles. Donc là, par exemple, c'est le modèle de Lambrecht avec un intervalle de génération de 21 et un taux de détection de 10%. Et puis ensuite, on a extrapolé avec ces modèles pour le devenir de l'épidémie. Et donc ça, c'est une diapositive qu'on a présentée en juillet à la Direction générale de la santé. Et alors, vous voyez, la première observation, c'est très très clair, c'est qu'il y a énormément d'hétérogénéité. On se demande finalement à quoi ça sert ces modèles, où on a des scénarios où il se passe quasiment rien, et puis des scénarios où l'épidémie est très grande. Et pour nous, c'est très important en fait, de présenter cette incertitude aux décideurs pour qu'ils aient bien conscience justement de niveau d'incertitude auquel on est confronté. Et juste c'était un projet très ambitieux parce qu'en général, je vais vous présenter d'autres projets de prédiction. En épidémie, bien souvent, on essaie de faire des prédictions à 2-3 semaines, voire 1 mois. Et donc là, faire des prédictions d'une année à l'autre, c'était quelque chose de très ambitieux. Donc, mais en fait, malgré cette forte hétérogénéité et incertitude, ce qui était fondamental à l'époque, c'était que finalement, même s'il y a beaucoup d'incertitudes, dans tous ces scénarios, on a persistance et le deuxième pic est plus important que le premier. Et c'est vraiment là-dessus que nous, on a communiqué. Et finalement, c'était ça la question qu'on nous posait. Donc, on a apporté ces éléments de réponse qui, à l'époque, étaient importants pour la réponse. Alors, donc, je vous ai parlé de ce taux de détection, cette probabilité de détection qui est vraiment fondamentale pour calibrer les modèles. Et donc, au démarrage, donc là, ça vous montre juste à différents moments de l'épidémie dans quelle mesure on était capable, quelles étaient les estimations, étant donné qu'on avait, avec les données qu'on avait, de ce taux de détection. Et donc, ce qu'on voit, c'est que donc, au démarrage, en fait, pendant toute la première vague, on était complètement incapable d'estimer ce taux de détection à partir des données de surveillance qu'on avait. Et ça, en fait, il y a des bonnes raisons théoriques pour lesquelles on n'est pas capable de faire ça au démarrage d'une épidémie. Et donc là, pendant toute cette première vague, en fait, on faisait des prédictions pour un taux de détection entre 10 et 40%. Et en revanche, ce qui est intéressant, c'est que dès le démarrage de la deuxième vague, là, on commençait à avoir des estimations plus informatives, on va dire, de ce taux de détection, qui étaient donc plutôt
de l'ordre de 10%. Et donc dès novembre 2018, on avait une forte signal des données qu'on était plutôt dans un scénario avec un taux de détection de 10%. Et ça, c'est vraiment important pour ce graphe-là, donc qui vous montre en fait, encore une fois, quand on fait, donc c'est bien de faire ces prédictions au fil de l'eau en temps réel, mais ensuite c'est important d'évaluer finalement est-ce qu'on a été capable au moment T, dans quelle mesure les prédictions qu'on a faites se sont avérées correctes. Et donc là, vous voyez, donc encore une fois ici, à chaque temps, vous voyez là les prédictions qu'on a faites à un moment donné. Donc ce qu'on cherchait à prédire, c'était le nombre total de cas, donc c'est cette ligne-là, la taille du second pic ici, et puis le timing du second pic. Et donc les pointillés, c'est ce qui s'est vraiment passé, et la zone en bleu, c'est les prédictions qu'on faisait dans le scénario d'un taux de détection de 10%, et en vert, c'était dans le scénario d'un taux de détection de 40%. Donc pour nous, ce qui est vraiment intéressant et rassurant, c'est que dans le scénario qu'on a privilégié dès novembre, en fait, les prédictions qu'on faisait, donc en bleu, se sont avérées très proches de la réalité donc, du pointillé, que pour toutes les mesures qui nous intéressaient. Donc ça, c'était vraiment une chose très importante. Bien entendu, on aurait voulu être capable d'estimer ce taux de détection pas uniquement à partir de données de surveillance, mais à partir de données recueillies en parallèle, donc de données de séroprévalence qui nous auraient permis de valider plus tôt ces estimations, mais on a eu du mal à obtenir ce type de données. Donc là, pour nous, c'est vraiment un succès en termes de prédiction, parce que donc, si on regarde la zone bleue, vous voyez que finalement, dès novembre, on est capable de... On prédisait bien le timing du pic, plus ou moins bien la taille et le nombre total de cas. Donc ça, c'était... on est content de ces résultats. Et pour nous, ce qui était très intéressant et important, c'est que ces prédictions... Donc, on est dans un monde académique, hein, donc c'est assez simple finalement de faire ce type de travail et puis que ça s'arrête, ça finisse avec une publication et ça n'impacte pas vraiment les décideurs. Et donc on a fait tout ce travail, et vraiment avec le soutien là, du LabEx eBay pour renforcer les interactions avec donc, Santé publique France, mais aussi la Direction générale de la santé et les acteurs locaux de la réponse. Et donc, ça nécessite bien entendu énormément de travail en plus de juste du travail scientifique, dont on a écrit beaucoup de rapports, fait des communications orales. Mais c'est vraiment, pour nous, et c'est pas la première fois qu'on fait ce type d'exercice, mais c'est vraiment la première fois qu'on a l'impression d'avoir eu un tel impact sur la réponse. Alors, quand on a demandé à nos collègues après coup, finalement, comment est-ce que vous avez utilisé ces prédictions? Donc, il y a à la fois et les collègues, notamment les représentants de Santé publique France à La Réunion, ont vraiment joué le jeu à diffuser largement ces prédictions. Et quand on a demandé un peu le retour sur comment ça a été utilisé à la fois par les médecins pour anticiper les hospitalisations, le recrutement pour les essais cliniques, par l'Agence régionale de santé donc sur la planification, notamment des moments clés où assez vite, en fait, il faut être capable de dire quelle va être la taille de la réponse et donc combien de personnel il faut qu'on ait à disposition pour cette réponse, et puis aussi par la préfecture pour le même type de questions. Alors c'est toujours en fait un travail en cours, parce que la question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce qu'il va y avoir une troisième vague? Et donc là, vous voyez au jour d'aujourd'hui, notre meilleure prédiction sur finalement l'immunité dans la population au cours du temps. Et donc on pense, si on prend en compte l'immunité avant l'épidémie qui était de l'ordre de 15%, on pense qu'actuellement il y a 43% de la population qui est immunisée contre la dengue 2, et bien entendu on aimerait avoir, donc là vous voyez 2 points de sérologie, on aimerait avoir un autre point de sérologie là, pour pouvoir valider ou recalibrer le modèle. Et donc, à partir de là, notre évaluation, c'est qu'on a peu de chances d'avoir une épidémie importante de dengue 2, mais qu'en revanche, il y a l'inquiétude d'avoir
un autre sérotype qui prend le dessus, d'un 1, où là on pourrait avoir une épidémie importante. Donc ça, c'était un peu le pire scénario, dans le sens où on n'a pas de données locales pour vraiment calibrer les modèles. Un scénario qui est un peu plus favorable, c'est si par exemple on essaie de prédire les épidémies de grippe en France, où là, pour le coup, il y a des données de surveillance de qualité qui existent depuis les années 80. Et là, il y a vraiment eu une explosion dans ce domaine-là de prédiction d'épidémies. C'est, on va dire, 5 dernières années, organisées par, notamment, par la Maison-Blanche, par le CDC américain. Et donc, la meilleure façon de faire avancer sur ce type de questions, c'est de faire des compétitions. Donc, compétitions ouvertes organisées par le CDC, où on demande, tout le monde peut participer et vous devez essayer de prédire la prochaine épidémie de grippe. Et donc, c'est un énorme succès. Il y a 20 ou 30 groupes américains qui participent à la compétition. Donc pour le CDC, c'est vraiment très bénéfique vu que tout le monde travaille gratuitement. Et puis ça permet vraiment ensuite de comparer finalement les approches et de voir une émulation dans la communauté scientifique. Alors dans ce type de prédiction, ce qui est donc le plus important toujours pour les personnes qui sont amenées à gérer services de santé, par exemple, c'est de savoir quand va avoir lieu le pic et quelle va être la taille du pic. Et puis il y a aussi des prédictions. Donc c'est la première cible qu'on cherche à prédire. Et puis ensuite, il y a aussi quel va être le nombre de cas à 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines et 4 semaines. Et alors donc, dans ces compétitions, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que justement, des collègues vont utiliser des approches très différentes. Donc il y a le type de modèle mécaniste dont je vous ai parlé, qui prennent en compte la déplétion susceptible, l'impact du climat de façon très structurée. Il y a des approches plus statistiques où on va juste dire, voilà, l'épidémie de 2019, je vais regarder dans mon historique d'épidémie des 30-40 dernières années, laquelle ressemble le plus, et je vais utiliser ça pour faire des prédictions. Et puis des approches plus de statistiques, d'approches utilisées pour modéliser les séries temporelles. Et donc, toujours, nous, ce qui nous intéresse, c'est voilà, on a cette compétition entre tous les modèles. Donc, quel est le meilleur modèle? Est-ce que c'est un modèle mécaniste ou statistique ou autre? Et en fait, le meilleur modèle, c'est aucun de ces modèles individuels. Le meilleur modèle, c'est la moyenne. Donc, et c'est des approches qui viennent des prédictions sur le climat, en fait. Donc, si vous cherchez à prédire la trajectoire d'un ouragan, vous allez avoir plein de modèles qui vont faire des prédictions individuelles, mais ensuite, la prédiction qui va être la plus robuste, ça va être de prendre une espèce de moyenne. Donc, ce n'est pas juste une moyenne brute, où tous les modèles ont le même poids. On va pondérer le poids d'un modèle par ses performances passées. Donc c'est ça qui marche le mieux pour la prédiction des ouragans et aussi pour prédire la grippe en France. Donc on utilise ce genre d'approche dans ce projet, encore une fois, qui est à l'interface entre Santé publique France, le réseau Sentinelle et nous, où on va avoir 20 modèles en compétition. Donc c'est tout. Il n'y a pas 20 équipes, mais on met en compétition 20 modèles qu'on a nous-mêmes développés. Et puis, on va les utiliser donc, pour prédire ces trajectoires. Alors, la façon de faire, ensuite, il y a toujours, on va prendre des saisons pour entraîner le modèle, d'autres saisons pour les valider. On a une saison test donc, qui est 2018-2019. Et puis maintenant, on est dans cette phase vraiment, donc ça va être la première année en fait où on va évaluer cet outil avec nos collègues de Santé publique France et du réseau Sentinelle. Donc vous voyez là les prédictions en temps réel faites pour 2018-2019. Donc vous voyez encore une fois donc, à différents moments de l'année la prédiction qui est faite donc à la semaine 40 donc de 2018, où vous voyez qu'au tout démarrage, on a tendance à sous-estimer la semaine du pic, et puis quand même
12 semaines avant le pic, on prédit correctement la semaine du pic. Donc ça, c'est quand même une bonne performance. Et pareil, pour l'intensité du pic, ben ça marche aussi assez bien. Et vous voyez là les prédictions qui sont faites à différents moments. Donc au début, quand on regardait la trajectoire, ben elle était fortement sous-estimée pour la semaine 3, mais dès la semaine 4, en fait, on avait des prédictions qui étaient meilleures. Et donc ça, c'est une année qui marche plutôt bien. Bien entendu, il y a des années qui marchent moins bien, notamment quand il y a 2 virus qui circulent. Et donc il y a 2 pics, et là, on n'est pas encore capable forcément de bien anticiper ce type de changement. Donc, encore une fois, comme pour le projet DINC, ce n'est pas un projet qui s'arrête avec juste une prédiction, mais il faut réfléchir, et c'est le travail vraiment de cette année, à comment ensuite ces prédictions vont être utilisées pour informer la réponse. Donc là, c'est la maquette un peu du rendu donc de nos prédictions qu'on va faire pour chaque semaine. Donc on va envoyer à Santé publique France, et puis donc on va dire que si il va y avoir toute une réflexion avec eux pour voir comment faire circuler ça aux décideurs qui pourraient être intéressés. Donc c'est ce qu'on va faire dans l'année. Donc ça, on va dire, c'est juste le démarrage. Ensuite, donc il y a énormément de questions qui se posent sur comment intégrer ça au processus de décision. Il y a des questions aussi intéressantes sur ce qui les intéresse vraiment, c'est la prédiction au niveau régional. Donc, dans quelle mesure, si on fait des prédictions régionales, eh ben, on est meilleur que si on regarde juste les données nationales, prendre en compte le fait qu'on a plusieurs sous-types qui circulent, et puis on a aussi d'autres types de données qui peuvent vraiment être utilisées pour mieux pour comprendre. Donc vous savez que le virus de la grippe évolue sans cesse, et donc on a des mesures de distance antigénique qui nous permettent de dire si le nouveau virus est très éloigné des virus passés ou pas, qui, on pense, peut être utilisé pour améliorer la qualité des prédictions. Donc, en conclusion, ben voilà, ce domaine de prédiction, d'anticipation dans les épidémies est un domaine qui est en pleine expansion, et c'est quelque chose qui est récent, en fait, qui date sans doute des 5 dernières années. Est-ce que ça marche ou pas? Ça va vraiment dépendre de la nature de l'épidémie. Donc, je peux vous montrer des exemples où ça a très bien marché, et puis d'autres exemples où ça a lamentablement échoué, et puis donc aussi de la qualité des données. Et ce travail de discussion avec Santé publique France et les décideurs, c'est quelque chose qui est important, mais qui demande bien entendu beaucoup plus d'efforts pour que ce soit bien intégré. Voilà, et je vais m'arrêter là en remerciant toutes les personnes qui ont contribué, notamment 2 personnes de mon équipe qui ont fait les travaux sur la dengue et la grippe. Merci beaucoup.